Dimanche 11 juin 2023, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Voici le sommaire. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladékan, a effectué une visite d'inspection dans plusieurs établissements privés d'enseignement supérieur du Bénin. Le cap a été mis sur l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Vous suivrez dans cette édition le point de la visite. Le gouvernement béninois a procédé au lancement d'une opération baptisée Opération Mirador à l'assaut du terrorisme. Une opération qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Bénin. Comment l'armée béninoise fait-elle face aux attaques terroristes? Élément de réponse dans ce journal. À l'échelle internationale, l'ex-président américain Donald Trump, visé par 37 chefs d'inculpation dans l'affaire des archives de la Maison-Blanche, a fait savoir qu'il ne jetterait pas l'éponge dans sa campagne de reconquête de la présidence. L'Amérique verra-t-elle un candidat briguer la Maison-Blanche après une inculpation, voire une condamnation? Élément de réponse dans cette édition. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez. On démarre cette édition par une actualité politique. Les membres du mouvement Force Première Olivier Bokor 2026 ont effectué au Champ d'Oiseaux de Cotonou ce samedi 10 juin 2023 une sortie médiatique au cours de laquelle ils ont tenu à lancer un appel citoyen à l'endroit de monsieur Olivier Bokor. Pour les militants de FOPOB 2026, une succession de qualités à la tête de l'État béninois une fois que l'actuel président de la République aura bouclé ses 10 ans de gestion des affaires publiques passe immanquablement à la candidature de Olivier Bokor à la présidentielle de 2026. Une équipe de la rédaction de Reporters Bénin Monde y était. Voici leur compte rendu. FOPOB! La jeunesse qui gagne! FOPOB! La jeunesse qui gagne! FOPOB! La jeunesse qui gagne! Qui gagne! Ils sont les délégués des 13 arrondissements de la ville de Cotonou, du mouvement Force Première Olivier Bokor 2026, en abrégé FOPOB 2026. Ce samedi au Champ d'Oiseaux de Cotonou, ils ont tenu à lancer un appel citoyen à l'endroit de M. Olivier Bokor dans la perspective de l'élection présidentielle de 2026. Dans cet appel, les militants de FOPOB 2026 ont exprimé leur préoccupation d'une succession de qualités à la tête de l'État béninois une fois que l'actuel président de la République aura bouclé ses 10 ans de gestion des affaires publiques. Il demande à M. Olivier Bokor de commencer par se préparer pour être le candidat de la jeunesse à l'élection présidentielle de 2026. Chers camarades, chers amis journalistes, l'élection présidentielle de 2026 aura lieu le dimanche 12 avril 2026. Les différents candidats à cette élection seront appelés à déposer leur dossier de candidature du 5 au 10 février 2026. Nous sommes donc à environ 30 mois du dépôt de candidature pour cette élection présidentielle qui va se tenir dans le cadre des élections générales de 2026. Chers camarades,
Chers amis journalistes, comme vous le savez, une candidature sérieuse à une élection présidentielle se prépare dans le temps et sur la durée. Si, dans un pays de démocratie moderne, les citoyens n'ont aucune idée de ce que sera la succession à la tête de l'État à 2 ans et demi de la fin d'un régime, alors cette démocratie est soit incomplète, soit improductive. Dans un système démocratique, il n'y a pas de hasard. Tout s'organise et tout se planifie. Chers camarades, dans 2 ans et demi, le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, aura bouclé 10 ans de fonction présidentielle. Et nous jeunes qui l'avons soutenu et accompagné depuis 2016, sommes préoccupés par la succession de qualité. Nous en sommes profondément préoccupés. Après un long moment d'analyse depuis la fin des dernières élections législatives, nous jeunes du littoral avons décidé en toute responsabilité et en toute conscience d'exiger de M. Olivier Bokor, dont tous les Béninois connaissent le sens de fidélité et de loyauté à la République, de sortir de sa zone de confort pour s'apprêter à répondre à l'appel de la République. Ainsi, le mouvement Force Première Olivier Bokor 2026, FOPOP 2026, lance un appel citoyen à M. Olivier Bokor, afin qu'il prenne toutes les dispositions pour ne pas décevoir l'espoir placé en lui par la jeunesse béninoise, qui compte sur lui pour être son porte-étendard à l'élection présidentielle de 2026. Pour les jeunes du mouvement Face Première Olivier Bokor 2026, FOPOB 2026, il est hors de question d'imaginer que M. Olivier Bokor ne puisse leur donner une réponse favorable. Ils disent être prêts à affronter avec lui tous les obstacles de quelque nature que ce soit pour qu'ils disent oui à leur appel. FOPOB, la jeunesse qui gagne. FOPOB, la jeunesse qui gagne. FOPOB, la jeunesse qui gagne, qui gagne. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan, a sillonné 5 établissements privés d'enseignement supérieur pour une visite d'inspection. Ce jeudi 8 juin 2023, le cap a été mis sur l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Une tournée d'inspection qui a permis à l'autorité ministérielle d'échanger avec les étudiants ainsi que le personnel de l'administration sur plusieurs sujets. Elle a également profité de l'occasion pour rassurer et donner quelques conseils aux étudiants de la dite université. Suivez le reportage que nous proposent Carles Kitomé et Francis Farami. Visiter, inspecter et encourager les acteurs des universités privées du Bénin. C'est l'objectif de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan, et de sa délégation. Le premier objectif, c'est venir soutenir les initiatives à la base. Parce que ce n'est pas facile d'investir pour vous, les jeunes, et de se donner à cela pour que votre formation soit de formation professionnelle, prisée, recherchée. Nous sommes également là parce que nous avons appris beaucoup de choses sur les papiers. Nous faisons ceci, nous faisons cela et nous sommes venus voir. Pas parce que nous sommes les Saint Thomas, mais parce que nous croyons à cela et nous venons non seulement pour soutenir après avoir vu, mais également pour renforcer et alors exhorter, encourager. Une tournée qui a permis aux promoteurs des établissements privés d'enseignement supérieur de présenter leurs doléances à l'autorité. Nous sommes au Bénin et nous souhaitons vraiment que l'État béninois prenne plus soin des étudiants dans le privé et arrive à nous donner, ou les
promoteurs privés supérieurs arrivent à nous donner des équipements ou nous orienter vers nous des étudiants boursiers. Et quand je parle d'étudiants boursiers, j'entends des boursiers entiers, vu que nos scolarités ne sont pas élevées, 250 à 350 000, ou orienter des étudiants qui vont pouvoir accueillir, qui vont pouvoir payer la moitié de la scolarité et l'autre moitié payée par l'État. Le professeur Eleonore Yahi Ladekan a également rassuré les étudiants par des conseils. Profitez de leurs conseils, profitez de leur disponibilité. Je vois le professeur, le président du conseil scientifique, le professeur Nouahi, qui est là. Voilà. Ce sont nos doyens, nous-mêmes. Pendant que nous sommes à l'université, ce sont nos doyens. Et ils sont avec vous. Vous avez beaucoup d'opportunités. Ça veut dire que toute l'expérience du public est transférée au niveau du privé. N'écoutez pas ceux qui veulent se perdre. Acceptez de pouvoir s'évaluer et d'avoir les diplômes, vraiment, c'est une bonne chose. Et ce n'est pas facile pour nous aussi d'organiser cela parce que nous avons suffisamment élevé le niveau à telle enseigne que les gens viennent de l'extérieur en mission pour copier. Et ça, vous devez en être fiers. Il faut garder ça le plus longtemps que possible. Celui qui dit « je ne veux pas examen, je ne veux pas évaluation », franchement, je ne sais pas si vous devez vous faire ami à cette personne-là. Vous devez pouvoir apprendre à vous évaluer. Et c'est ce que font justement les enseignants également à travers, j'ose croire, les opportunités de renforcement de capacité que vous leur donnez. Une tournée qui va permettre à l'État béninois de développer des projets pour une meilleure performance des établissements privés d'enseignement supérieur du Bénin. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2023 ont démarré ce lundi 5 juin 2023 la phase écrite. Au total, 241 554 candidats ont composé dans 778 centres sur toute l'étendue du territoire national. Le préfet du littoral et le maire de la commune de Cotonou ont procédé au lancement officiel des épreuves à l'école primaire publique de Surulere et à l'école primaire publique de Segbeya. Suivez le compte-rendu de la télévision nationale. 8 heures. Installés en salle, ces candidats au CEP n'attendent que les épreuves. Et pour les motiver et leur faire passer un peu le stress, le préfet du département du littoral et le maire de Cotonou viennent en coach de circonstance. Vous n'avez pas peur? Bon, il ne faut pas avoir peur. Hein. Il y a tout le monde qui est venu vous voir. C'est pour vous encourager, ce n'est pas pour vous effrayer. D'accord? Hein? Les épreuves auxquelles on va vous soumettre, c'est des exercices que vous avez déjà eu à faire. Donc, nous allons vous souhaiter, au nom du président de la République et au nom du gouvernement, bonne chance pour ces épreuves du CEPE. 8h30. La phase écrite du certificat d'études primaires session de juin 2023 est officiellement lancée ici, au centre de Surulere. Les candidats découvrent l'épreuve inaugurale, celle de lecture. Début d'examen sans couac au plan organisationnel. Du côté des candidats de Segbeya 2, parmi lesquels ceux vivant avec un handicap. Et donc au total, nous avons 23, 12 garçons et 11 filles. Il y a les malentendants, les malvoyants et non-voyants et les infirmités motrices cérébrales. Mes sentiments sont des sentiments de joie. L'opération a été bien faite, aussi bien par le corps enseignant, par les différents responsables de l'éducation. La médiation de sa partition reste aux enfants aujourd'hui de faire en sorte que, comme nous l'avons dit, nous ayons les 100% de réussite. Ce n'est pas utopique, c'est un souhait. C'est un constat de satisfaction sur l'état d'esprit des enfants qui sont, bien qu'un peu stressés, ils ont l'air décontractés. On sent qu'ils vont aborder les épreuves avec plus d'assurance, plus de sérénité. Au total, 17 972 candidats, dont 8 227 garçons et 9 945 filles,
composent les épreuves du CEP de juin 2023 dans le département du Littoral. Toujours dans le même registre, après 4 jours de composition, quelques candidats et surveillants du centre de Sikakodji se sont prononcés. Démarrés ce lundi 5 juin par la phase écrite, les candidats ont terminé par la phase sportive qui s'est achevée ce jeudi. Des propos recueillis par Quentin Amoussou et Nansirine Fatombi. Ce matin, on a fait le sport, le lancer de balle et la gymnastique. Ça a été abordable. Toutes les épreuves étaient faciles. J'ai bien fait ma compétition. Ce matin, déjà à 7 h, on a démarré avec le sport. Nous avons 2 disciplines à exécuter. La gymnastique avec le lancer de balle. Et par rapport à ce qui s'est passé ce matin, en général, nous pouvons dire que les enfants sont vraiment à pied d'eux, avec les surveillants. Et tout se passe comme cela se doit. Et les disciplines se déroulent normalement. Et je pense que jusqu'à demain, nous serons en train de terminer par rapport à l'EPS. 2 années de poursuite de réformes économiques dans le programme d'action du gouvernement au 2e mandat du président Patrice Talon. À l'aune de ces réformes à l'an 2, comment se porte le climat des affaires au Bénin? Pour trouver une réponse à cette question, je vous invite à suivre un extrait du bilan étape-élément réalisé par l'ORTB. Le Bénin se transforme et se révèle au monde. Depuis 2016, on note une progression dans tous les secteurs d'activité avec un taux de croissance économique qui s'améliore. Nous réussissons à pouvoir être résilients à ces différents chocs. Notre taux de croissance n'a pas chuté de façon drastique comme les autres pays. Nous avons eu 6% l'année dernière. On estime qu'on aura 6,3-6,5% à la fin de cette année. Le premier dispositif, c'est la zone économique spéciale de Glodjibé. Nous avons fait en sorte que, au sein de cette zone, nous puissions accueillir des investisseurs en mettant à leur disposition l'ensemble des infrastructures et également l'ensemble des dispositifs réglementaires. La création de la zone économique spéciale de Glodjibé, un projet cher au gouvernement, en est une illustration. À ce jour, nous avons à peu près 7 500 emplois dans cette zone et avant la fin de l'année, nous serons à peu près à 25 000 parce que nous aurons 2 unités intégrées de textile qui seront opérationnelles et une 3e unité qui sera opérationnelle au premier trimestre de 2024. Des réformes implémentées par les directions sous tutelle du ministère de l'économie et des finances qui améliorent les performances économiques et facilitent l'accès des services aux usagers. Le gouvernement béninois a autorisé le lancement d'une opération dénommée Mirador à l'assaut du terrorisme. La dite opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Bénin. Comment le Bénin, plus précisément l'armée béninoise, fait-elle face aux attaques terroristes? Pour trouver une réponse à cette interrogation, une équipe de la rédaction de la télévision nationale a effectué une descente sur les théâtres de l'opération antiterroriste baptisée Mirador pour vérifier l'effectivité du démarrage de l'opération. C'était dans le département de l'Alibourie. Suivons ensemble. Opération Mirador. Théâtre de déploiement. Nord Bénin. Mot d'ordre, traquer les terroristes, sécuriser le pays. Dans le cadre de la sécurisation de nos frontières nord à travers l'opération Mirador, les personnels des forces armées béninoises ont été déployés sur le théâtre des opérations. Réputé pays paisible, la tranquillité du Bénin a été brutalement secouée le 4 mai 2019. Fiacre Gbedji, sympathique guide touristique, venait d'être cruellement assassiné dans le parc Mandjari. C'est le début d'une série meurtrière. Face aux attaques récurrentes et multiformes, la hiérarchie militaire se réinvente et dresse un dispositif spécial. L'opération Mirador est née. Globalement, nous avons près de 3000 hommes déployés sur le terrain et leur mission consiste naturellement
à s'opposer à toute infiltration des terroristes en provenance de là où nous savons que la menace est, du Burkina Faso et du Niger. Pour la première fois depuis son déploiement en 2022 au Nord Bénin, une chaîne de télévision est autorisée à descendre sur ces théâtres d'opération, en poule avec des reporters de guerre occidentaux. Première zone critique visitée, le Nord-Ouest, Alpha Kwara. Vous êtes ici au PC du sous-groupement tactique Interam Alpha Kwara. Nous sommes dans le parc W, hôte du gestionnaire et de ses agents très attentionnés, comme ils le sont, avec les militaires détachés pour la mission antiterroriste. Les missions sont particulièrement des patrouilles pédestres, des patrouilles sur moto et des patrouilles motorisées. Restez serein. Quand vous voyez un animal sauvage, restez à distance. Leur mission dans ce parc, qui s'étend aux frontières, bénéficie du précieux soutien des Rangers, fins connaisseurs de ce paradis sauvage. Pour des raisons évidentes de sécurité, on taira les détails stratégiques susceptibles de profiter à l'ennemi. Sous la conduite du commandant de l'opération Mirador dans la Libourie, nous sillonnons des itinéraires de patrouille jalonnés de soldats. Cap sur une autre position militaire, proche de la frontière Burkina-Bénin-Niger, point triple, zone rouge. Déplacement tous sens en alerte, sous escorte multiple. Des mouvements suspects sont à redouter. À ce pont, une halte s'impose. Derrière, le Burkina, pas loin, mais pas d'accès. Et pour cause. Nous avons tout juste barré l'accès au pont pour empêcher des passages illégaux. Voilà. Donc c'est à notre aise que nous passons. On découvrira en amont la position à visiter. Un poste avancé fortifié, tapis dans la forêt, équipé d'engins adaptés à la menace. Sa position n'est pas fortuite. Elle relie de l'est à l'ouest le Bénin au Burkina Faso et débouche directement sur le point triple, qui est une position commune entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Donc du point triple, on peut passer par ici directement et traverser le Bénin. C'est ce que faisaient les terroristes. C'est ce que faisaient les terroristes il y a 2 ans de cela. Mais depuis l'installation de cette position, on n'a plus jamais constaté de traversée. Nous avons de plus grandes bases que nous appelons bases opérationnelles avancées. C'est celle-là que nous allons visiter tout à l'heure quand nous allons quitter cette position. Ces pistes qui serpentent à travers les végétations sont de potentielles routes de trafic et de crimes terroristes. Après un parcours sans encombre, nous arrivons sur une base en finition, dans la commune frontalière de Malanville. Nantie de puissantes fortifications, la base de Boifo est une forteresse jamais encore construite au Bénin. Quelques voisins en apprécient la proximité. On dit les terroristes rentrent dans les villages, ils tuent les gens, ils prennent les gens, ils les emportent. Et encore aller au champ et tenter de travailler, on vient les renvoyer. Toutes ces difficultés-là, on est fini avec eux, qu'ils ne sentent plus ces difficultés-là. Pour accomplir ces missions, il y a d'abord un maillage sécuritaire dans notre zone de responsabilité à travers des bases opérationnelles avancées qui sont actuellement en construction et des points avancés fortifiés que nous appelons des PAF, également en construction. Nos frontières sont poreuses, ce qui fait que ce n'est pas vraiment facile de contrôler les infiltrations sur le territoire national. C'est la raison pour laquelle la haute autorité a décidé de doter les unités sur le terrain des vecteurs aériens qui permettent à partir du haut de pouvoir aider les personnels qui sont au sol pour localiser l'ennemi qui est tapis dans l'ombre et qui est difficile à déceler par les personnels au sol. Surveillance aérienne militaire.
Une courte expérience nous est offerte dans la Takora, direction nord-ouest, la Pandjari, où tout a commencé. Aucun centimètre sera laissé à l'ennemi. Là-bas, comme dans la Liborie, l'armée est en état d'alerte. Les 7 sages désignés pour siéger au titre de la 7e législature à la Cour constitutionnelle ont pris officiellement fonction. La cérémonie d'installation s'est déroulée ce mardi 6 juin 2023 au palais de la présidence de la République du Bénin, en présence du chef de l'État Patrice Talon et de hautes personnalités de la République. Le film de la cérémonie d'installation avec la télévision nationale. Tout s'est déroulé en un quart d'heure. Au palais de la Marina ce 6 juin 2023, la 7e mandature de la Cour constitutionnelle du Bénin prend son envol au cours d'une cérémonie empreinte de solennité, mais fort simple. Première remarque, qui ne surprend plus personne, la ponctualité de Patrice Talon, dont l'entrée en salle déclenche le déroulement de la cérémonie. Tour à tour, les secrétaires généraux ou administratifs de la Cour constitutionnelle, de l'Assemblée nationale et du gouvernement font lecture des dispositions légales qui justifient l'événement. Puis, s'ensuit immédiatement la prestation de serment de chacun des 7 sages. Jurez-vous de bien et fidèlement remplir vos fonctions, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour. Moi, Akakpo Kodjo Vincent, je le jure. Moi, Michel Adjaka, je le jure. Moi, Mathieu Beblodo Adjovi, je le jure. Moi, Nicolas Assogba, je le jure. Moi, Dandi Nyamou, je le jure. Moi, Aléa Bouda, épouse Bako, je le jure. Moi, Kossi Dorothée Sosa, je le jure. Je prends acte de vos serments respectifs et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Je voudrais vous féliciter pour votre désignation et vous exprimer au nom du peuple béninois tout entier notre confiance. Vous exprimer notre gratitude pour avoir accepté d'assurer cette charge. Nous n'avons aucun doute que vous l'assumerez avec responsabilité et honneur. Je saisis également l'occasion pour adresser aux conseillers sortants les félicitations et la gratitude du peuple béninois tout entier pour la mission qui leur a été confiée et dont ils se sont acquittés avec honneur, dignité et à la satisfaction du Bénin tout entier. Vive le Bénin. À peine la cérémonie terminée, l'élection du bureau a lieu au siège de l'institution. À présent, je vous invite à suivre les impressions des nouveaux membres ayant prêté serment pour le compte de la 7e mandature à la Cour constitutionnelle. Très honorée, très fière et en même temps être dans une posture où on assume une très grande responsabilité. Je ne peux rien envisager si ce n'est que nous allons travailler en très bonne collaboration et que nous restons dans le respect de ce qui fait notre vivre ensemble, la Constitution, et que sur la base de cette Constitution, comme on le rappelait chaque fois aux juges constitutionnels, il faut préserver la paix sociale, travailler à ce que le développement de nos États se fasse sur la base de ce vivre ensemble, de ce socle constitutionnel et sur la base d'une paix profonde dans notre État. La cérémonie était solennelle et vous pouvez mesurer, disons, le poids des instants que nous avons vécus. Je me sens vraiment non seulement honoré, mais en même temps avec une forte responsabilité qui pèse sur nos épaules désormais.
Nous devons gérer la démocratie, nous devons veiller à ce que chaque citoyen se reconnaisse, n'est-ce pas, dans la Constitution, se reconnaisse dans la Cour. Et donc ça c'est tout à fait en l'honneur de la République et en notre honneur. Nous devons travailler. Tous les Béninois nous regardent et nous devons mériter ce regard-là. Nous sommes des enfants fidèles du Bénin. Nous allons assumer nos responsabilités comme le peuple béninois l'aurait souhaité, très légitimement. Après la cérémonie d'installation des nouveaux membres de la haute juridiction, l'élection des membres du bureau n'a pas été retardée. Ce mercredi 7 juin 2023, Dorothée Sosa a été élue présidente de la haute juridiction. Son élection est intervenue juste après la cérémonie de prestation de serment. Dans la même journée, il a reçu le témoin de son prédécesseur, Amouda Issifou. À ce propos, je vous invite à suivre cet élément réalisé par la rédaction de E-Télé-Bénin. Dans cette salle de la Cour constitutionnelle, l'assistance attend le président sortant et celui entrant pour la passation de charge. Avant leur arrivée, les autres membres de la 7e mandature sont déjà en place. Un peu après 10 h du matin, Dorothée Sosa, le président entrant en costume, et Razaki Amouda dans son habituelle tenue traditionnelle font leur entrée triomphale. Formalité d'usage. Remise du maillet au nouveau président. Le président sortant, Razaki Amouda, dresse le bilan de la 6e mandature. Il n'est pas superflu de rappeler que la 6e mandature a été présidée pendant 4 ans par le professeur Joseph Diop-Benou, à qui je rends hommage, et après sa démission pendant 1 an par moi-même. Pendant ces 5 années, la Cour constitutionnelle a exercé sa mission conformément à ses attributions telles que stipulées aux articles 114, 117 nouveaux, 119 nouveaux et suivants de la Constitution du 11 décembre 1990, révisée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 et complétée par les articles 27 et suivants, 32 et suivants, 38 et suivants, 113 et suivants de la loi numéro 2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle. Bilan satisfaisant, peut-on dire, en témoigne l'hommage du président entrant rendu à l'équipe de la 6e mandature. Vous avez su avec dignité et dévouement défendre les valeurs fondamentales retenues par le peuple souverain dans la Constitution du 11 décembre 1990. Tout le monde se souvient ici de ce que, au lendemain de la conférence nationale, le peuple béninois a affirmé dans le texte suprême de notre pays sa détermination de créer un état de droit et de démocratie pluraliste dans lequel les droits fondamentaux de l'homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois, tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle. Le président Dorothée Sosa est conscient des défis qui se pointent à l'horizon. C'est ensemble qu'avec les moyens scientifiques tels que la revue de la Cour, les moyens modernes tels que la digitalisation des procédures et la gestion axée sur les résultats, que nous relèverons les défis qui se posent à notre institution. La 6e mandature reçoit tous les honneurs et toute la gratitude de l'assistance. La 7e s'installe pour continuer les œuvres pour un mandat de 5 ans. D'une cérémonie de passation à une autre, on se penche cette fois-ci à celle mise en scène au ministère des Affaires étrangères. Aurélien Agbenonsi, l'ex-ministre des Affaires étrangères du Bénin, a passé le témoin à son successeur,
Olusegun Adjadi Bakari. La cérémonie de passation s'est déroulée ce mercredi 7 juin 2023 dans les locaux du ministère des Affaires étrangères. Suivez le film de la cérémonie. Le guetteur de l'aube ou celui du soir devra-t-il s'accrocher à son bâton de pèlerin, scruter l'horizon au prisme de ces défis? Lequel de ces guetteurs serai-je? Je ne le sais pas encore. À nous revoir. Vive la République! C'est désormais acté. Aurélien Agbenossi passe le témoin après 7 années à la tête du ministère des Affaires étrangères. Désormais, j'aspire à un repos et à la fréquentation des œuvres de l'esprit. Monsieur le ministre, je vous laisse les clés d'un département spécial qui n'a pas vocation à délivrer un bilan en entrée et sortie monétaire. C'est un ministère aux actions discrètes, mais ô combien nécessaires pour préserver de bons rapports avec le reste du monde. Et ce sont ces bons rapports qui déterminent tout le reste. Et voici le nouveau maître des lieux. Olusegun Adjadi Bakari prend les commandes du navire avec pour objectif de poursuivre les chantiers en cours d'exécution. Nous allons continuer ce que vous avez mis en place. Nous allons faire en sorte que cela se passe de la même manière et que les choses que vous avez entamées puissent porter leurs fruits. Et je ne manquerai jamais de venir vous voir pour prendre de vos conseils et pour vous dire aussi, partager avec vous ce que seront les succès des actions que vous avez entamées. Signature du procès verbal, échange de parapheurs et civilité d'usage ont meublé cette cérémonie. Les députés de la 9e législature s'approprient le contenu du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel et des documents de programmation pluriannuelle des dépenses de l'État. C'est au détour d'un atelier qui s'est tenu à l'Assemblée nationale au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Un cadre qui permet aux députés et aux fonctionnaires parlementaires de prendre connaissance des grandes orientations du projet de budget de l'État à venir. Suivez plutôt. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel est un outil élaboré par la Direction générale des affaires économiques en prélude à l'élaboration du projet de budget de l'État. À travers les échanges d'orientation budgétaire, le Parlement intervient désormais en amont pour mieux contribuer à la définition du cadrage macroéconomique et budgétaire. C'est aussi l'occasion de jeter un regard sur les documents de programmation pluriannuelle des dépenses en abrégé DPPD. Une véritable immersion pour l'ensemble des députés. Il est donc indispensable pour le Parlement de prendre connaissance du contenu de ces documents afin de mieux échanger avec le gouvernement sur les priorités et les orientations définies pour le prochain budget. Plusieurs communications à cet atelier, les fondements juridiques et les principaux documents supports, la présentation de la situation économique et financière pour la période 2020-2023 et la présentation des projections de dépenses à caractère social sur la période 2024-2026. Le programme d'action du gouvernement a déployé plusieurs réformes dans le secteur agricole au Bénin. Des signes de grande mutation dont manifestent en agriculture, élevage et la pêche. Le Bénin, une puissance agro-industrielle en devenir. À ce sujet, je vous invite à suivre ce magazine que nous propose la rédaction de la télévision nationale. Toute la magie s'opère dans ce bocal. Après la collecte des œufs issus des géniteurs, ils sont conservés à l'écloserie, maintenus dans des conditions d'incubation de leur milieu naturel. 6 jours après, les œufs éclosent et laissent place aux larves. À leur tour, elles sont introduites dans ce système fermé et traitées avec l'aliment hormoné. 21 jours d'incubation et de surveillance, les bébés poissons quittent l'écloserie pour ces bassins ou encore ces étangs piscicoles. À ce niveau, les alevins sont nourris
aux aliments formulés, des moments de grands gestes pour ces vertébrés aquatiques. Ils viennent chercher l'aliment flottant. À quelques encablures du lac Aémé, l'écloserie de Toronou, nous sommes dans la commune de Bopa. Une dizaine d'hectares aménagés pour la cause d'élevage de poissons. 24 étangs de 250 mètres carrés chacun. Celui-ci abrite plus de 4900 tilapias, des poissons d'eau douce, encore appelés carpes. À l'image de cette unité d'élevage de poissons, l'aquaculture prend son envol au Bénin. Il est retenu au rang des projets phares du volet agriculture du programme d'action du gouvernement. À partir de 2020, le programme national de développement de la filière aquaculture, entendez PNDF, a initié la mise aux normes donc, de ces écloseries pour être en harmonie avec la politique nationale de production des semences aquacoles. Pour atteindre l'objectif de 20 000 tonnes de poissons à l'horizon 2026, plusieurs actions sont menées. La définition d'une politique de la filière aquacole, le renforcement des capacités humaines, la dotation en estrudeuse, la mise à disposition des semences de qualité aquacole. On parle sport dans cette édition. Le sélectionneur des Guépards du Bénin, Gerno Ro, a rendu public les noms des joueurs sélectionnés dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. C'était ce mardi 6 juin 2023 à travers une conférence de presse au stade général Mathieu Kéréko de Cotonou. Au total, 25 joueurs ont été retenus pour cette rencontre prévue pour se dérouler à Cotonou le 17 juin prochain face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Le point de la séance avec la rédaction de ESAE TV. Sartuné Alagbé, Marcel Dandinou, Serge Obassa, Khaled Adenan, Brandon Ogounon, Youssouf Assoba, Cédric Rontondi, Rachid Moumini, Rabiou Sankamao, Mohamed Tidjani, Olivier Verdon, Matteo Arlinvi, Dodo Doku, Prince Dossou Ricardo, Imran Hassan, Rodrigue Kossi, Junior Olaïtan, Stéphane Sesséan, Alid Djampata, Jodel Dossou, Andreas Rontondi, Marcelin Coupeau, Steve Mounier, Sebio Soukou et le 25e sur la liste, Tossi Aïgou. 25 parce qu'il y a quelques incertitudes pour des joueurs qui ont été touchés. D'ailleurs, on a perdu quelques joueurs sur blessure qui sont carrément out, comme Kiki, qui a une fracture du tibia, comme Doremus, qui est blessé également. Et on a un autre joueur qui est touché, mais qui est quand même sur la liste, parce qu'il espère pouvoir revenir, c'est Huntonji Cédric. Voilà, donc un peu d'incertitude autour de lui, mais c'est avant tout le bonheur de pouvoir jouer un grand match ici. J'ai vu que dans la liste, il y a 3 joueurs qui sont nés à Cotonou, donc quel bonheur de pouvoir jouer un grand match contre les champions d'Afrique dans sa ville natale. On est là, pas pour un match, on est là pour essayer de bâtir une équipe pour le futur. Et pour bâtir une équipe pour le futur, il faut des joueurs jeunes, il faut des joueurs nouveaux. Alakbe, il a fait un très bon match, notamment au Rwanda avec un penalty arrêté. Et il a d'ailleurs joué le match d'après avec Dijon en tant que titulaire. Il a eu une commotion cérébrale et malheureusement il n'a pas pu après confirmer toutes ses qualités qu'il nous avait montrées. Mais il a ma confiance, notre confiance, celle de l'entraîneur Enrico Pianetti qui s'occupe des gardiens de but. Au bassin, on a fait un très bon stage en fait, la dernière fois. On a fait des entraînements poussés spécifiques avec
Pionetti, et ils sont même allés dans le sable, sur la plage, faire une séance très physique. Il nous a convaincus à travers sa puissance, à travers sa volonté, à travers même les prises de balles. Donc c'est vrai que le résultat en club, c'est peut-être pas de sa faute non plus, n'est pas extraordinaire, mais ce qu'il nous a montré, lui, à titre individuel, nous avons convaincu qu'il mérite sa place dans les 3 gardiens. Et donc quand je vois Danjinu qui a quand même pas mal joué, mais le problème de Danjinu, c'est que le dernier match qu'il a fait, c'était déjà début mois de mai. Donc il y en a qui ont un arrêt, et on a toute une liste de joueurs à qui on a donné un programme spécifique de préparation. Il y en a un qui a arrêté fin avril. Il y en a 3 qui ont arrêté début mai. Donc ça fait un mois. Et justement, il y a des joueurs qui ont besoin de faire un travail spécifique. Et on a essayé avec le staff, justement, de faire en sorte que personne n'arrive ici après un mois d'inactivité. Bava, il faut qu'il joue un peu. Bon, il aurait pu être là, c'est vrai. Mais comme on veut voir de nouveaux joueurs, eh bien, il faut faire de la place. Et lui, il va jouer avec l'équipe locale, voire l'équipe A', comme on dit, ou B, comme vous voulez, qui va faire un tournoi en Égypte. Et il y a 22 joueurs qui sont convoqués par Moussa. Moussa va faire la liste, son assistant va s'occuper de cette équipe qui fait un tournoi en Égypte. On est invité. C'est l'occasion de voir des joueurs, des jeunes joueurs aussi locaux à l'œuvre. On a eu la victoire au Rwanda sur le tapis vert. C'est une obligation pour nous maintenant de faire un bon match et de faire tout pour être digne de cette 2e place. Les candidats au concours de recrutement dans l'armée, dans les forces armées béninoises ont subi les épreuves sportives dans la matinée de ce vendredi 9 juin 2023. Pour se faire une place, ils sont venus de Cotonou et ont rivalisé d'endurance sur le long de la route des pêches. Les temps forts de cette phase avec la télévision nationale. Sur la route des pêches ce matin, une foule immense. Des jeunes gens qui sont venus participer à l'épreuve sportive dans le cadre du recrutement des forces armées béninoises au titre de 2023. C'est parti. Parti pour 6 km chez les dames et 8 chez les hommes. Les 5 premiers arrondissements de Cotonou courent d'abord, les autres suivront. La ligne d'arrivée, les premiers sont retenus. Pour ceux-ci, c'est fini. Recalé, beaucoup d'efforts mais pas suffisants. Même les ruses n'y feront rien. Dans la foule des curieux, un homme pas vraiment un curieux, ou plutôt un curieux d'un autre genre. Le chef d'état-major général des forces armées béninoises en civil, il s'est mêlé à la foule pour voir comment se déroule l'opération. Ces hommes déployés sur le terrain font leur travail sans se douter de rien. La même opération se déroule à la même heure à Alada. Comment récompenser celles qui se battent pour l'épanouissement de la gente féminine? C'est la réflexion que mène la grande chancellerie du Bénin qui entend créer une nouvelle distinction, l'ordre du mérite féminin. Elle a initié à cet effet un atelier qui a pour mission de réfléchir à l'élaboration du cadre juridique qui va entourer cette nouvelle récompense. Plus de précisions dans cet élément. À ce jour, le Bénin ne compte que 4 types de reconnaissance dans les divers ordres. L'ordre national du Bénin, l'ordre national du mérite du Bénin, l'ordre du mérite social et l'ordre du mérite agricole, afin de s'inscrire dans les dynamiques en cours au Bénin. En vue de la valorisation du genre féminin, la grande chancellerie veut introduire une nouvelle distinction, l'ordre du mérite féminin. L'ordre du mérite féminin vise donc à identifier, reconnaître et récompenser les mérites des grands hommes et femmes qui se battent, s'investissent et se sacrifient pour le respect des droits fondamentaux et des droits catégoriels de la femme béninoise. La grande chancellerie du Bénin a vu juste, selon la coopération internationale suisse, reconnaître les mérites de ces héros du quotidien qui promeuvent, défendent et protègent la femme. C'est presque une anomalie en cours de réparation
dans un contexte, disent-ils, de redevabilité. Dans un contexte de redevabilité sociale, une telle reconnaissance publique inspirera les femmes du Bénin à s'investir plus encore et à faire plus encore la différence dans leur communauté. Il est donc impérieux de mettre en lumière les femmes d'action qui transforment leur milieu personnel et professionnel, ainsi que notre société, dans la solidarité et l'inclusion. Autour de la table, les points focaux genre des différents ministères, les représentants des organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers. Ensemble, ils vont déterminer les champs d'attribution, définir les modalités qui vont servir de pilotis à l'ordre du mérite féminin. Alors oui, plusieurs préoccupations se dressent à eux. Est-il pertinent de créer au Bénin un ordre du mérite féminin? Si oui, qu'est-ce qui fonde et justifie une telle création? Quelle approche adopter dans un tel projet? Qu'est-ce qui distinguera l'ordre du mérite féminin des autres? Comment? Avec qui? Quel outil? Quand? Selon quelle démarche l'implémenter, l'administrer, l'évaluer? Les réponses à ces questions seront consignées dans le document à déposer sur la table de la vice-présidente de la République, grande chancelière du Bénin. La hausse du prix de l'essence de contrebande impacte plusieurs secteurs économiques au Bénin. C'est le cas des transports. Les conducteurs de taxis moto et les citoyens de la ville de Cotonou se plaignent de la surenchère qui s'est observée depuis quelques jours. Une situation due à la fin des subventions du carburant annoncées par le gouvernement nigérien. Conséquence de la cherté du carburant sur le transport, voici le constat de Canal 3 Bénin. Ces longues files d'attente dans les différentes stations de Cotonou traduisent les difficultés engendrées par la décision des autorités nigérianes de ne plus subventionner le carburant. Une semaine après, l'économie béninoise est déjà touchée à travers plusieurs secteurs. À Cotonou et environ, les conducteurs de taxi et leurs clients reçoivent le choc de cette mesure. Les clients disent qu'ils ne vont pas payer plus que les frais de déplacement habituels. Tu n'as pas le choix, alors que tu seras ruiné si tu fais à leur prix. Raison pour laquelle nous ne taillons plus d'importance à ces gens de clients. Nos clients n'ont pas changé de version. La surenchère ne les intéresse pas. Ils disent toujours le même prix. Le trajet qu'on faisait pour un montant de 100 francs, c'est toujours 100 francs chez eux. Si tu ne veux pas, il faut partir. Les clients s'en foutent. L'autre aspect qui inquiète les conducteurs de taxi-moto est la rareté de l'essence dans les stations-service de la place. Avec le nombre restreint des points de vente officiels de carburant, s'approvisionner est devenu un parcours du combattant. Donc, sincèrement, nos dirigeants n'ont qu'à aller à l'essentiel. Arriver à la station, une fois tu seras servi, ils n'ont qu'à essayer de former une commission de surveillance des stations. Mais arriver ici, pourquoi il n'y a pas d'essence? Si c'est leur machine qui est en panne, comment l'aider pour réparer vite, pour que la population ait d'essence? Mais on est là, on va à la station, on ne trouve pas l'essence. Ça veut dire que nous sommes, comme le disait l'autre, nous allons souffrir, mais on ne peut plus rien, on ne peut rien. L'essence est chère. Certaines stations refusent de nous vendre parfois. Pourquoi dit-on qu'on va alors interdire le payant? Le secteur des transports est ainsi affecté et rend complexe le quotidien de ses acteurs. Malgré les difficultés, les conducteurs de taxi-ville n'envisagent pas augmenter les tarifs sans les autorités. Ce n'est pas la hausse du prix dans les stations, c'est toujours les mêmes prix. Pour cela, pour le moment, on n'a pas encore aucun problème avec nos clients. Les responsables des conducteurs rappellent le gouvernement à la rescousse. L'autre attente importante des populations, c'est la multiplication des stations-service sur l'ensemble du territoire national pour faciliter l'approvisionnement en carburant. À 2 journées de la fin de la Super Ligue professionnelle de football 2022-2023, Coton Football Club a remporté son 2e titre national consécutif après un match nul et vierge sur le terrain de Banigansé à Banikwara. Avec 7 points d'avance sur son dauphin, l'Autopopo, le club de Ouida, a assuré l'essentiel face à des adversaires bien en place. Revivez l'ambiance au coup de sifflet final avec la rédaction de EZAE TV.
Victor Zvonka, l'entraîneur des cotonniers, tire d'abord un satisfecit à son groupe et à ses collègues du staff technique avant d'analyser le match. Suivons ensemble. Satisfaction, content pour les joueurs. Parce que je suis avec mon staff, on est très exigeant avec eux. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont eu le mérite, avec la récompense, de gagner ce championnat. Et on ne l'a pas gagné facilement, parce qu'on a eu des matchs très difficiles. Il a fallu s'accrocher. Et là, on gagne. C'est pas encore terminé, il reste encore 2 matchs. Hein. Mais nous avons quand même une belle petite avance. Et j'espère que sur les 2 dernières rencontres, on terminera de la meilleure façon possible pour terminer cette phase retour sans perdre. Et je pense que ça aussi, c'est un objectif. Parce que quand on est en haut de l'affiche, il faut toujours montrer l'exemple. Alors je dirais qu'il y a eu un petit peu tout. D'abord, il y a eu un adversaire qui voulait aussi faire un bon match et naturellement essayer de gagner contre Coton. Le deuxième, c'est qu'on vient de se taper 4 matchs en peu de temps, avec un déplacement quand même un peu tempête, hein, parce que bon, c'est pas à la porte à côté pour venir jouer ici. Et puis le troisième, vous savez, je pense que quand tu approches de la fin, tu rentres sur le terrain en te posant des questions, en étant un petit peu, je dirais, sur le qui-vive, et de dire, voilà, même si on ne pense pas à l'adversaire qui est derrière nous, il faudra peut-être y penser quand même à un moment donné. Donc bon, tant que... Moi j'étais dans les tribunes, hein, puisque j'ai été exclu de match, je regardais de temps en temps où ils en étaient. Ils ont commencé le match avant nous, ils étaient 0-0, ils ont terminé le match avant nous. Donc il fallait absolument pas prendre de but. Donc je pense que les gars l'ont réussi. Et donc toutes ces petites choses fait que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a peut-être pas fait un grand match, mais ce qui est le plus important, naturellement, c'est de gagner le titre. Et de le conserver. Parce que conserver son titre, c'est jamais évident. Toutes les équipes veulent naturellement faire des bons scores contre nous. On doit être à notre meilleur niveau dans tous les week-ends. Et je pense que les gars ont réussi ce qu'il fallait. Hors de nos frontières, après la condamnation de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, plusieurs pertes en vies humaines ont été enregistrées lors d'une journée de manifestation. Une explosion de violence qui a agité le pays et qui n'a pas laissé indifférent la diaspora sénégalaise au Bénin. La rédaction de Eden TV Diaspora FM a rencontré quelques-uns et a recueilli l'avis d'un spécialiste des questions internationales sur la situation du pays. Suivons plutôt. La crise qui ensanglante le Sénégal depuis que l'opposant Ousmane Sonko a été condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse a déjà fait plus d'une dizaine de morts et de nombreux dégâts matériels. Des Sénégalais résidant au Bénin se désolent de la situation et souhaitent la paix pour leur pays. Vraiment, notre pays, là, dernier jour, là, ce qu'il y a là-bas, là, on n'a pas aimé ça, vraiment, vraiment. On est ici, mais on souhaite notre pays, là, la paix. On ne veut pas bagarre là-bas, oui. C'est la paix seulement, on souhaite là-bas. Les politiciens là, on n'a qu'à discuter pour que la paix va venir là-bas. Si le président Macky Sall a parlé, n'a qu'à sortir parler. C'est ça, la paix va venir là-bas. C'est vrai ça là, on n'aimait pas ça. Mais on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu n'a qu'à nous aider pour amener la paix à la Sénégal. Il y a beaucoup de dégâts depuis que cette situation a démarré au Sénégal. Les infrastructures sont détruites et des gens sont morts. Tout cela parce que la population n'est pas d'accord avec le président Macky Sall. Je souhaite donc que Macky Sall laisse Ousmane Sonko pour que la paix revienne au Sénégal. Beaucoup croient Ousmane Sonko quand il dit que le procès dans lequel il vient d'être condamné est un complot du pouvoir pour l'éliminer de la course à la présidentielle de 2024. Le spécialiste des questions internationales, Morgana Sogba, donne sa lecture de la situation. La situation au Sénégal met en relief non seulement un fait politique, mais aussi un fait juridique. Il y a des procédures judiciaires contre M. Sonko, ce qui est normal dans un état de droit. Mais on constate par la même occasion qu'il y a le politique, pour ne pas dire le social, qui vient être un obstacle au déroulement normal de la procédure judiciaire. On a écouté la condamnation et le citoyen lambda et même l'expert que je suis vient se demander est-ce qu'il est condamné pour les faits qui l'ont conduit devant les tribunaux. La réponse est non, puisque le tribunal l'acquitte pour
pour le fait de viol. Le tribunal parle de condamnation pour corruption de la jeunesse. Un thème qui semble être nouveau pour moi, même l'espère, entre griffes. Je me rends compte que même la terminologie fait débat au Sénégal. Et ce dernier événement vient mettre de l'eau, du moins ajouter de l'huile au feu pour ce qui faisait partie de la thèse, de la théorie de conspiration, qui voyait, même si Sonko lui-même l'a dit, une main du politique dans une procédure judiciaire qui vise à l'écarter. On verra aujourd'hui si le politique ira dans le sens de créer un climat convivial, propice au déroulement d'élections paisibles où ils vont s'entêter et faire face aux difficultés qui s'annoncent. À noter que les réseaux sociaux ainsi que les données mobiles ont été suspendus par le gouvernement depuis le 1er juin sur certaines plages horaires. Toujours à l'échelle internationale, le suspect de l'attaque au couteau dans un parc d'Annecy en Haute-Savoie a été mis en examen pour tentative d'assassinat et rébellion avec arme. Ceci est une déclaration de la procureure de la République, Lynn Bonnet-Matisse, en date de ce samedi 10 juin 2023. Le mis en cause est placé en détention provisoire. Le pronostic vital n'est plus engagé pour aucune de ces 6 victimes. Suivons ensemble. Transférer l'assaillant vers le palais de justice d'Annecy. Quittant les locaux de la police où il était placé en garde à vue depuis l'attaque, il a été présenté au juge dans la matinée de samedi. Quelques heures plus tard, la procureure a annoncé officiellement sa mise en examen. Le parquet d'Annecy, ce jour, a ouvert une information judiciaire des chefs de tentative d'assassinat et de rébellion avec arme. Le parquet a requis son placement en détention provisoire. Il a été présenté ce matin à 2 juges d'instruction qui l'ont mis en examen de ces chefs d'inculpation et il n'a pas souhaité s'exprimer devant ces magistrats. L'assaillant de 31 ans a gardé le silence durant les 48 heures de sa garde à vue, puis devant les magistrats chargés de l'enquête. Au cours de sa conférence de presse, la procureure a rappelé et confirmé de nombreuses informations sur la chronologie des faits du matin du 8 juin, mais également sur les 6 victimes dont le pronostic vital n'est plus engagé. La procureure a confirmé l'absence de motivation terroriste ou d'éléments psychiatriques avérés, avant de nuancer quelque peu. Le médecin psychiatre a relevé l'absence d'éléments délirants francs. Toutefois, prématuré de porter une appréciation sur une éventuelle absence ou présence de pathologie psychiatrique à ce stade. Un rassemblement citoyen est organisé dans les rues d'Annecy dimanche à 11h en signe de soutien aux familles et aux victimes. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, l'ancien président américain Donald Trump, visé par 37 chefs d'inculpation dans l'affaire des archives de la Maison-Blanche, a fait d'emblée savoir qu'il ne jetterait pas l'éponge dans sa campagne de reconquête de la présidence. Ses concurrents directs dans la course à l'investiture du Parti conservateur, loin de l'accabler, se sont contentés de crier à l'injustice à ses côtés. L'Amérique verra-t-elle un candidat briguer la Maison-Blanche après une inculpation, voire une condamnation? Élément de réponse dans ce reportage réalisé par France 24. Pour sa première prise de parole depuis son inculpation, Donald Trump se montre combatif. L'ancien président américain a participé à 2 conventions républicaines dans le sud-est des États-Unis. Il y dénonce la corruption du système judiciaire américain. Le 5 novembre 2024, nous nous opposerons à l'establishment politique corrompu. Nous expulserons de la Maison-Blanche un président totalement corrompu nommé Joe Biden. Je ne céderai jamais, je ne me laisserai jamais décourager. Je ne cesserai jamais de me battre pour vous. Donald Trump est visé par 37 chefs d'accusation pour avoir emporté plus de 11 000 documents, dont certains confidentiels, lorsqu'il a quitté la Maison-Blanche. Les dossiers ont été retrouvés lors d'un raid du FBI dans sa propriété de Mar-a-Lago en Floride. Certains étaient derrière les toilettes ou encore sur le sol d'une salle de bal. On y trouve pêle-mêle des détails sur les programmes nucléaires américains ou encore les vulnérabilités potentielles des États-Unis en cas d'attaque ennemie. Il est ainsi poursuivi pour atteinte à la sécurité de l'État, entrave à la justice ou encore faux témoignage. Les autres candidats républicains ont apporté leur soutien à Donald Trump, non sans arrière-pensée selon cet analyste.
Ils espèrent toujours que les problèmes judiciaires de Trump vont s'accumuler au point où il devra renoncer à l'investiture. Ils veulent profiter de la chute de Trump, mais ne veulent pas y être associés. Ces négligences pourraient constituer un crime, rendre inéligible Donald Trump et même l'envoyer en prison. Le procureur fédéral a promis un procès rapide. À la suite de l'annonce de l'inculpation de leur client, 2 des avocats de Donald Trump ont démissionné. Le milliardaire républicain doit comparaître mardi devant le tribunal de Floride. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester fidèles au programme sur ESAE TV. Bonne soirée à toutes et à tous.